Mes amis, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme d'habitude dans laquelle je vais vous raconter deux histoires. J'espère que vous allez passer un bon moment, en tout cas moi je suis sûr et certain que ça va me plaire. Si c'est le cas pour vous aussi, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. On va faire un truc dans cette vidéo, toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, on va cliquer sur ce bouton, ça vous permet de ne louper absolument aucune vidéo parce qu'en plus de ça, maintenant le rythme il est très élevé. 3 vidéos de 30 minutes par semaine, c'est beaucoup. Donc c'est pas improbable qu'elles se noient un petit peu dans votre fil d'abonnement. Vous abonner, ça vous permet de ne louper aucune vidéo qui sort et ça, c'est plutôt cool. Et aussi, c'est le meilleur moyen de m'aider à développer la chaîne, à la faire connaître encore plus. Et qui sait, un jour développer d'autres formats, faire grandir les choses. Donc sachez que le moindre abonnement a un impact absolument énorme et je vous remercie du fond du cœur. Voilà, côté blabla, côté pub, je crois que je suis bon. N'hésitez pas à éteindre la lumière de là où vous vous trouvez. Prenez une petite boisson, un petit truc à manger et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, mes amis, c'est celle de Pierre. Pierre, c'est un gars plutôt tranquille qui bosse depuis des années dans une petite bijouterie du centre. C'est un endroit assez calme où il voit défiler des couples, des parents, des gens qui cherchent des cadeaux et parfois même des habitués qui viennent discuter 2 minutes et qui repartent aussitôt. Bref, il nous décrit ça comme étant un boulot plutôt simple et assez safe et ça lui permet de rentrer chaque soir chez lui, retrouver sa femme et ses 2 enfants sans se prendre la tête en se disant peut-être que demain je vais perdre mon taf ou peut-être qu'il va se passer quelque chose. Et au-delà de la sécurité de l'emploi, il nous raconte qu'il y a un élément qu'il apprécie particulièrement dans ce taf, c'est qu'en fait, il ne ressent aucun stress. Vraiment, il le fait avec grand plaisir. Il n'a pas vraiment de contraintes, son employeur ne lui met aucune pression. Et ça, mes amis, c'est exceptionnel. Pierre, il nous dit qu'il aime bien son rythme de vie, il aime ouvrir la boutique le matin, faire sa petite routine, allumer les vitrines, y mettre les bijoux, vérifier les stocks, répondre aux clients avec le sourire, enfin toutes ces tâches, il les adore. Il nous dit aussi que ce n'est pas un métier où c'est très physique, où on bouge beaucoup, mais ça lui va parce que la stabilité, elle prend le dessus. En plus de ça, il évolue dans un environnement qui est très propre, c'est carré, et il ne se fait jamais surprendre par des choses inhabituelles ou ce genre de truc. Enfin, ça, c'était jusqu'au jour où un client bizarre commence à venir au magasin. Et à ce moment-là, tout va se mettre à changer sans même que Pierre s'en rende compte. Il nous raconte que ce nouveau client, il arrive un mardi, en fin d'après-midi, il pousse la porte sans même dire bonjour, il regarde vaguement les vitrines, puis il se met dans un coin de la boutique, sans rien toucher, ni même poser de questions. Il est juste là, debout, immobile, comme s'il attendait quelque chose ou même quelqu'un. Bon, premier réflexe de Pierre, c'est de se dire que c'est peut-être un gars timide, peut-être qu'il cherche un cadeau et qu'il est en train de zioter les vitrines, et aussi il y a le fait que peut-être il n'ose pas demander de l'aide. Du coup, ce que notre ami Pierre il fait, c'est qu'il s'approche de lui, il lui parle très gentiment, il lui souhaite la bienvenue et il lui demande s'il peut l'aider, mais le gars secoue vaguement la tête et il répond à peine non. Alors ce non, il est très inaudible, on comprend pas vraiment ce qu'il dit, et tout à coup, le gars se met à fixer à nouveau la boutique comme s'il analysait chaque détail. Au début, Pierre il trouve ça un petit peu chelou, mais pas de quoi en faire un drame, parce que ça arrive de temps en temps qu'il y ait des gens mal à l'aise, des clients qui, ils sont un petit peu timides, un petit peu réservés, et il y a aussi des clients qui viennent dans la boutique simplement pour regarder les vitrines, dans l'idée de potentiellement acheter quelque chose, mais un autre jour. Sauf que, le lendemain, le même gars revient encore à la même heure, avec sa capuche sur la tête, et il se remet à nouveau dans le coin, sans rien toucher, sans même dire un mot, comme il l'a fait la veille. Bon, Pierre il trouve ça bizarre, parce que ce n'est pas normal de venir 2 fois de suite à 2 jours différents dans une même boutique, juste pour regarder, sans s'approcher du vendeur, sans même regarder un bijou en particulier. Et mes amis, vous en doutez bien, ça ne s'arrête pas là. Le 3e jour, puis le 4e, l'homme revient encore, et Pierre, il en vient à un point où il ne sait même plus quoi lui dire parce que chaque tentative de conversation, c'est un échec. Le gars le regarde à peine, il ne lui répond pas, et il n'y a aucun signe qui montre que le gars veut acheter un bijou ou quelque chose. Au début, Pierre il se dit que c'est lui qui est fou, mais au final, ses collègues ils remarquent ça aussi, et carrément, il y a une ambiance un petit peu bizarre qui s'installe dans la bijouterie. Notre ami, il essaye de relativiser, il se dit que après tout, c'est peut-être un gars un peu anxieux qui a une anxiété sociale. Que ça ne sert à rien de se faire des films, et surtout que tant qu'il ne touche à rien, y a pas de problème en soi. Sauf qu'à un moment, ça commence à vraiment le travailler parce que il sent que ce client, il n'a pas un comportement normal. Il y a un élément, mes amis, qui va faire changer la façon de penser de Pierre. C'est que plus les jours avancent, plus Pierre se rend compte que le gars, il ne fixe pas forcément les bijoux, ni même s'il y a des caméras de sécurité ou quoi. Il y a une chose qui l'intéresse particulièrement, c'est notre ami Pierre. Dites-vous qu'il l'observe plus que tout. Bon, quelques jours passent et c'est là que Pierre, il commence à sentir que quelque chose cloche, pas que dans la bijouterie, mais également en dehors. Un soir, en rentrant chez lui, il marche dans une petite rue qui n'est pas très éclairée. Et comme d'habitude, il rentre à pied parce que déjà, ce n'est pas loin, il ne fait pas trop froid. Et ça lui fait du bien de prendre l'air. Sauf que, ce soir-là, il a cette sensation très désagréable, le genre de truc qui te dit un peu « reste en alerte, parce que peut-être quelque chose va se passer ». À un moment, il croit entendre des pas qui sont derrière lui, des pas qui sont assez proches. Il se retourne une première fois, et il ne voit personne. Du coup, il se dit que peut-être c'est lui qui devient un peu parano, mais quelques minutes plus tard,
il entend à nouveau ces mêmes pas. Il se retourne, et là, cette fois-ci, il aperçoit une silhouette qui se cache dans l'ombre. Il ne distingue pas du tout son visage, il voit simplement une forme d'un corps. Et en fait, il voit que lorsqu'il a tourné la tête, ce corps, donc cette personne, on peut dire, s'est plaqué contre un mur, comme si elle voulait se cacher. Bon, on est d'accord, la personne n'est pas très discrète, je pense que dans une partie de cache-cache, elle fait pas un bon score. Et le truc, c'est que Pierre, à ce moment-là, il sent le stress monter d'un cran. Dans ce genre de cas, notre ami, il est un petit peu sanguin, donc en temps normal, il serait allé le confronter. Mais là, clairement, il se dit qu'il a une famille, il a une femme, 2 enfants qui l'attendent à la maison. Donc s'il va se battre avec un mec random dans la rue et qui se fait buter, c'est terminé. Du coup, pour lui, c'est hors de question de se mettre en danger pour rien, parce qu'on ne sait jamais si tout à coup le mec est mal intentionné, s'il a une arme. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il continue d'avancer jusqu'à chez lui, et une fois arrivé dans son quartier, il accélère un peu, il ouvre la porte de sa maison, et quand il la referme, il prend une très grande inspiration, sans trop comprendre s'il vient de rêver ou pas. Dans sa tête, à ce moment-là, il ne sait pas si vraiment il a été suivi, si cette personne, c'est juste une personne random. Peut-être même que c'était une grand-maman qui allait faire ses courses ou quelqu'un qui rentrait chez lui. Ça, on n'en a aucune idée. À la maison, il arrive à se détendre un petit peu, il prend un repas avec sa petite famille et il passe une agréable soirée. Vers minuit, notre ami et sa femme vont au lit et ils finissent par s'endormir. Le lendemain, sa journée se passe plutôt bien, on va dire. Il oublie un peu ce qui s'est passé la veille, mais quand il ressort du travail le soir, il se passe exactement la même chose. Et pas derrière lui, cette même silhouette qui se plaque contre le mur. Et cette fois-ci, il a vraiment la sensation que quelqu'un est en train de le suivre. Pour ne pas faire paniquer sa femme, Pierre, il ne lui en parle pas. Il se dit qu'il va simplement faire un petit peu plus attention ces prochains jours, qu'il va regarder plus attentivement. Mais en vrai, au fond de lui, il a quand même un peu peur. Les jours qui suivent, il continue de bosser en espérant que ce soit simplement un hasard. Sauf que, souvenez-vous, le client un petit peu bizarre, il continue de venir à la bijouterie chaque jour. Et parfois, il vient même 2 fois dans la même journée. Toujours sans rien dire, toujours en faisant les mêmes gestes, et toujours avec cette façon de regarder les vitrines et notre ami Pierre. À un moment, Pierre, il est convaincu que ce n'est plus un malaise ou que c'est pas un client bizarre. Il y a quelque chose d'autre qui se trame, donc ça commence à faire un petit peu beaucoup pour lui. Chaque matin, quand il part de chez lui, il surveille le trottoir. Avant d'ouvrir la porte de chez lui, il regarde par l'œillet. Quand il arrive au travail, il regarde 4 fois pour être sûr qu'il ne soit pas suivi. Enfin, vous l'aurez compris, ça commence à devenir pesant. Un matin, notre ami est seul à la bijouterie parce que son collègue est malade. Mais comme on est en pleine semaine, il se dit que ça va être une journée plutôt tranquille parce que d'habitude, il y a full le week-end. Donc normalement, il devrait pas avoir trop de mal à gérer la clientèle. Sauf qu'à peine 10 minutes après l'ouverture, la porte s'ouvre d'un coup. Un type entre avec une capuche tirée sur son visage, des gants et surtout un flingue qui est directement braqué sur notre ami Pierre. Il n'a même pas le temps de parler ou de faire quoi que ce soit, il sent simplement son cœur qui bat à 1000 à l'heure parce que le gars, en gros, il ne lui laisse aucune seconde pour réfléchir. Là, Pierre nous dit que sa première pensée à ce moment-là, c'est « Putain, c'est vraiment en train de m'arriver à moi ce genre de truc ?» Genre là, je suis en train de me faire braquer. Il n'en revient pas et c'est surtout pile à ce moment-là qu'il comprend que toutes ses impressions depuis ces jours, eh bien, elles ne sortaient pas de nulle part. Ce mec-là, c'est sûrement la même personne qui le suivait dans la rue. Et le pire dans tout ça, c'est pas de se faire braquer parce que ça reste matériel, mais probablement que cette personne, si c'est bel et bien elle, eh bien normalement, elle sait où il habite. Quand il voit le flingue qui est pointé sur lui, il comprend tout de suite que c'est pas un simple braquage improvisé. Ce mec-là, c'est pas un gars random qui est passé devant la bijouterie pour aller faire ses courses, qui avait une capuche dans sa poche et qui s'est dit « je vais la mettre, je vais prendre un gun et je vais entrer ». Pas du tout, parce que Pierre, il voit dans sa manière de tenir l'arme que tout est réfléchi, qu'il a l'habitude, et c'est un petit peu comme si ça faisait très longtemps qu'il préparait ce coup. Donc, la situation commence à devenir critique. Le braqueur avance vers le comptoir sans jamais baisser l'arme, et Pierre, il reste figé parce qu'il sait que le moindre geste, il est mort, et c'est là que le braqueur commence à parler avec une assurance déconcertante qui lui met de plus en plus de pression parce qu'il lui dit qu'il sait tout de lui, qu'il connaît sa famille, qu'il connaît son adresse et même les horaires de l'école de ses enfants. Et là, lorsqu'il entend ça, Pierre, il se décompose sur place. Bon, Pierre, il nous raconte qu'il est presque ok de se faire buter. En tout cas, il se fait à l'idée. Par contre, il y a une chose à laquelle il ne faut pas toucher, c'est sa famille, donc sa femme et ses enfants. Il comprend avec la façon de parler du mec qu'il ne parle pas dans le vide, et à un moment, le braqueur sort son téléphone, il compose un numéro sous les yeux de Pierre, il le met en haut-parleur, et quand Pierre entend de qui il s'agit à l'autre bout du fil, il se chie littéralement dessus. À l'autre bout du fil, il y a sa femme qui répond au téléphone comme si elle répondait à un inconnu. Cet inconnu, vous l'avez compris, c'est le braqueur qui se fait passer pour un électricien qui, d'ici 15 minutes, va venir chez elle pour faire une vérification de routine. Là, Pierre, il a l'impression qu'on lui arrache le cœur, et c'est à ce moment-là qu'il lui fait un truc qu'il n'aurait peut-être pas dû faire. Mais son premier réflexe, c'est d'hurler le prénom de sa femme et de lui dire de ne surtout pas ouvrir à cet homme et de ne laisser entrer personne dans la maison. Sauf que le braqueur, il explose directement de rage, il fracasse le téléphone par terre et il se met à insulter Pierre de toutes ses forces. Il recharge son arme et il la pointe sur lui et lui dit encore un truc de travers,
t'es mort. À un moment, la colère est telle qu'il lui met une énorme patate. Et ça fait tellement mal que Pierre, il a l'impression qu'il va tomber dans les pommes. Mais il n'a même pas le temps de souffler que le mec lui en remet une deuxième, puis une troisième, comme s'il voulait l'assommer pour de bon. Pierre, il est complètement déstabilisé, il recule jusqu'au comptoir, il sent que d'ici quelques secondes, il va tomber dans les pommes, sauf qu'il n'arrivera jamais à rester debout s'il continue à prendre des coups. Alors la seule chose qu'il fait, c'est qu'il cherche quelque chose derrière le comptoir, peu importe ce que c'est, que ce soit un outil, un stylo ou même un trombone. Pendant ce temps, le braqueur lui hurle de lui donner les plus gros bijoux qu'il a, et Pierre, il réalise qu'il a qu'une seule option de possible, c'est se défendre maintenant ou finir par terre et peut-être avec une balle dans la tête. Évidemment, sur le comptoir, il n'y a rien. Par contre, du coin de l'œil, il nous raconte qu'il voit un petit truc. Et ce petit truc, c'est l'objet qui va peut-être lui sauver la vie. C'est un petit tournevis qui permet de resserrer les montres. Et c'est un service qu'ils font énormément dans la bijouterie, donc il se dit, c'est le moment ou jamais. Il fait genre de tomber un petit peu dans les pommes, de se rattraper. Et au moment où il fait genre de se rattraper, il pose la main sur ce tournevis, et vu que c'est assez petit, il arrive à le cacher dans sa paume, et là, il sait qu'il faut attendre le bon moment avant de s'en prendre au braqueur. Il attend une microseconde où le braqueur regarde ailleurs, et quand il se tourne, parce qu'il a entendu un bruit qui provenait de la porte d'entrée de la bijouterie, Pierre lui met un coup sec et très violent avec ce petit tournevis. Il était pas loin de le planter, mais ça a quand même fait pas mal de dégâts. Le braqueur, il tombe à moitié par terre, il lâche son flingue, et il se tient avec les deux mains où il s'est fait blesser avec le tournevis. Pierre, il comprend en voyant l'arme par terre que c'est sa seule chance. Soit il la saisit et c'est lui qui la pointe sur le braqueur, soit le braqueur s'énerve, il se remet debout, il prend l'arme et pampan. Sauf que, à un moment, il y a une autre idée qui lui vient en tête, qui est peut-être mieux. Il fonce vers la porte de derrière, il l'ouvre en tremblant, il la referme en la claquant et il se met à courir comme jamais il n'a couru dans sa vie. Il traverse la ruelle derrière la bijouterie, il court sans regarder derrière lui. Il manque plusieurs fois de se péter la gueule par terre, mais il continue parce que tant qu'il n'est pas rentré chez lui et qu'il n'a pas récupéré sa femme et ses enfants, eh bien ça veut dire qu'ils sont en danger, donc c'est hors de question pour lui de s'arrêter. Après plusieurs minutes à courir, Pierre arrive devant chez lui, essoufflé comme pas possible, avec le visage en sang parce que je vous rappelle, il s'est pris 3 patates. Il ouvre la porte en criant le prénom de sa femme, il hurle qu'il faut absolument se barricader, appeler la police, qu'il faut fermer la moindre fenêtre et qu'il ne faut absolument laisser entrer personne. Quand sa femme le voit dans cet état, elle comprend instantanément que ça dépasse tout ce qu'elle pouvait imaginer. Heureusement, il est encore très tôt, donc elle n'est pas encore partie au travail, et pareil pour les enfants, ils sont pas encore à l'école. Donc, ils rassemblent tout le monde dans la maison, ils se mettent tous ensemble dans le salon, et ils ferment toutes les portes et toutes les fenêtres. Une fois que c'est fait, Pierre prend son téléphone, il appelle la police, il leur explique tout ce qui vient de se passer, il donne l'adresse de chez lui, et aussi de la bijouterie dans laquelle il travaille, et il leur dit que, vu les menaces du braqueur, il va sûrement se pointer chez lui parce qu'il connaît son adresse, il connaît ses enfants, il connaît sa femme. Donc forcément, les agents à l'autre bout du fil lui disent « Ne bougez pas, on va venir avec une patrouille, c'est promis, ils seront là dans très peu de temps. » Quelques minutes passent, puis à un moment, Pierre, il entend des bruits qui se trouvent juste derrière la porte d'entrée. C'est des pas qui sont très lourds et à un moment, il regarde la porte et il voit la poignée qui est en train de se baisser. Pierre se décompose, il se fige, sa femme serre les enfants très fort, et là, on entend quelqu'un devant la maison qui essaye de défoncer la porte de toutes ses forces. Pierre, son réflexe, c'est de faire monter les enfants et sa femme à l'étage, histoire qu'ils puissent s'enfermer dans la salle de bain, pendant que lui, il reste dans le salon pour affronter ce mec. Perso, si ça m'est arrivé, j'aurais pris ma femme et mes enfants, on serait allés tous ensemble dans la salle de bain, un petit jacuzzi ou je ne sais quoi, mais en tout cas, je ne serais pas resté seul en bas. Le gars, il essaye de défoncer la porte pendant de nombreuses secondes. Évidemment, pour Pierre et sa famille, on dirait qu'il y a 3 ans qui se passent, et au même moment, ils entendent d'autres personnes qui hurlent, et là, ils se disent c'est terminé, il a appelé ses potes, on est mort. Sauf que, pas du tout, il s'agit d'agents de police qui lui ordonnent de se mettre à terre. Et quand il regarde à travers les rideaux, il voit les policiers qui plaquent le braqueur au sol. Et ce, à quelques centimètres de la porte. Le gars, il tenait 2 flingues dans ses mains et il était littéralement à un pas d'entrer à l'intérieur de la maison et de commettre un carnage. Évidemment, l'homme est menotté, puis emmené dans une voiture de police au commissariat. Et Pierre, à ce moment-là, il y a toutes les émotions qui redescendent. Il essaye de se poser sur le canapé, mais il n'a même pas le temps qu'il se pète la gueule parce qu'il est tombé dans les pommes. Quelques minutes plus tard, sa femme et ses enfants descendent les escaliers. Ils pleurent, ils sont en larmes parce qu'ils ne comprennent rien de ce qui vient de se passer. Et au même moment, la police entre dans la maison, ils font 2-3 vérifications. Ils tapotent sur la joue de Pierre histoire qu'il se remette debout. Puis, 10 minutes plus tard, lorsqu'il a repris ses esprits, ils lui demandent de raconter ce qui s'est passé. Quand Pierre leur explique que ce type le suivait depuis plusieurs jours, qu'il venait à la bijouterie et que tout ce qu'il a fait, les agents, ils notent tout et ils confirment que, oui, ce mec-là était probablement venu avec l'intention de leur faire du mal. C'est sûr et certain. C'est à ce moment-là que Pierre réalise vraiment ce qui vient de se passer, que ce client très bizarre et très silencieux, et que cette silhouette qui le suivait le soir, c'est probablement la même personne. Parce que ce gars, en fait, il est sûrement venu dans la bijouterie pour voir les habitudes de Pierre, comment était agencée la bijouterie, voir s'il y avait des caméras, etc. Donc, tout laisse penser que c'est bel et bien la même personne. À un moment, d'autres agents entrent dans la maison pour s'assurer que tout le monde va bien. Ils parlent doucement, histoire de ne pas trop effrayer les enfants. Ils disent à Pierre que sa famille est en sécurité, que le mec est neutralisé,
et qu'il ne peut plus rien leur arriver de mal. Sauf que Pierre, il n'arrive pas à se calmer parce que dans sa tête, c'est encore le chaos. Il se repasse en boucle la scène du téléphone où le braqueur appelait sa femme. Et il repense à la voix de sa femme qui disait « D'accord, je vous attends, je vais vous ouvrir la porte ». Et il imagine sans cesse ce qui aurait pu se passer si elle l'avait fait. Évidemment, Pierre porte plainte avec sa famille. Et les policiers lui disent « Bah écoutez, on est quand même fiers de vous parce que vous avez eu un excellent réflexe ainsi qu'un sang-froid absolument incroyable. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce gars, à la base, il voulait effectivement voler des bijoux? Donc est-ce que c'était qu'une histoire de thunes? Ou est-ce qu'il voulait s'en prendre personnellement à Pierre? Malheureusement, on n'a pas la réponse. Si vous avez une théorie, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Il y a un truc que je trouve formidable dans cette histoire, c'est que malgré ce qui s'est passé, Pierre, il a conservé son travail dans la bijouterie. La seule chose qui a changé, c'est que désormais, il y a quelqu'un à l'entrée, la porte est verrouillée, et cette personne, son taf, c'est de regarder la personne qui est à l'extérieur pour savoir s'il l'a fait entrer ou non. Je trouve ça super courageux parce que très honnêtement, le lendemain, j'aurais posé ma lettre et je me serais tout simplement barré. Voilà, c'est la fin de cette première histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, vous saurez que si vous travaillez dans une bijouterie et que vous voyez un client ou une cliente un petit peu particulière qui est très discret dans un coin de la pièce, bah peut-être il faut se méfier. Reprenez une petite boisson, mettez-vous à l'aise et on est parti pour la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle de Lenny. Lenny nous dit que c'est un gars tranquille de 26 ans qui travaille dans une boîte où il passe plus de temps à jongler entre les mails et les deadlines qu'à respirer. Il aime ce qu'il fait, mais par contre, il vit dans un rythme qui lui laisse rarement le droit de souffler. Et pour le coup, sa copine, c'est pareil. Elle a un travail qui l'épuise, des horaires de taré, et elle fait des journées juste gigantesques tous les jours. Alors autant vous dire que si leur couple il tient aujourd'hui, c'est parce qu'ils s'aiment beaucoup. Leur but, c'est de travailler pour avoir de l'argent, mais leur vie, malheureusement, elle tourne autour d'une seule et unique chose, le travail et encore le travail. À cause de ça, le ménage à la maison, c'est devenu leur enfer commun, parce que lorsqu'ils rentrent le soir, déjà, c'est tard, et ils n'ont aucune envie de faire l'aspirateur. Déjà que moi, j'ai pas envie de le faire quand j'ai congé, vous imaginez bien, à 23h, c'est encore pire. Quoique, me connaissant, je passe plus souvent l'aspirateur à 23h, minuit, 1h du matin, que à 13, 14h. Est-ce que je suis bizarre ? Je ne sais pas. Du coup, dans leur appartement, ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui traînent partout. C'est, pour ne pas dire le bordel, et franchement, ça commence à un petit peu les agacer, et surtout, ça rajoute un poids de plus sur leurs épaules. Le déclic qu'ils ont, il se produit un soir où ils regardent la maison, et ils se disent... Ok, mais on peut juste pas continuer comme ça, c'est beaucoup trop crade. Il faut absolument qu'on trouve une solution. Du coup, ils en rigolent presque parce que mieux vaut en rire qu'en pleurer. C'est aussi un rire de fatigue qu'ils ont parce qu'ils sont juste crevés. Et la copine de Lenny, elle essaye de comprendre comment ils ont pu accumuler autant de choses, que ce soit des déchets, du linge propre sans jamais le plier. Et c'est elle, finalement, qui va se dire qu'ils devraient prendre quelqu'un. Une personne qui ferait le ménage, quelqu'un qui passe quelques heures chez eux, que ce soit une femme de ménage ou un homme de ménage classique, mais en gros, quelqu'un qui passe quelques heures chez eux à ranger, à faire le ménage. Et ce, quand ils sont au travail, comme ça, ça les dérange pas, ni même la personne. Parce que là, s'ils veulent sortir la tête de l'eau, c'est la seule solution. Lenny, en fait, il est tellement dépassé par les événements qu'il finit par dire oui. Du coup, le soir même, il regarde des annonces sur internet, il compare vite fait les différents profils, et à un moment, il tombe sur une femme de ménage qui semble plus ou moins sérieuse. Son profil est simple, du coup, il la contacte, et là, grande surprise, elle répond très vite. Elle leur propose de venir 4 heures par semaine, elle leur dit que c'est une femme de ménage depuis des années, et qu'il n'y a aucun souci à se faire, leur logement sera très bien entretenu avec elle. Elle leur dit qu'elle doit avoir le double des clés pour pouvoir venir faire le ménage, surtout quand ils ne sont pas là, donc pour eux, ça leur paraît plutôt logique. Et d'ailleurs, ils ne seront jamais à la maison lorsqu'elle fera le ménage parce que s'ils prennent quelqu'un, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Donc, pour l'instant, rien de spécial. Le jour où elle vient, pour la première fois, le couple est là pour lui montrer où sont les produits, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas toucher, etc. Lenny nous dit que c'est une femme d'à peu près 40 ans. Il la trouve un petit peu distante, c'est le genre de personne qui parle pour dire le strict minimum, mais il se dit que voilà, c'est un type de personnalité et que ce n'est pas grave du tout. La femme de ménage repart avec les clés en leur disant qu'elle fera au mieux et qu'il peut vraiment compter sur elle. Au début, tout se passe très bien. Lenny, il rentre du travail, il voit que le lit est fait, que le plan de travail a été nettoyé et il se dit que voilà, c'est déjà ça fait tout de suite beaucoup plus propre. Mais il y a un truc qu'il capte très vite, ça saute pas aux yeux, ça reste des petits détails qui montrent que, en gros, le ménage, il est pas fait correctement à 100%. Par exemple, un jour, il remarque que la poussière sous la télévision est encore là, comme si elle n'avait pas passé le plumeau, ou plutôt comme si elle avait essayé de cacher la poussière à un seul et même endroit. Lenny, sur le coup, il se dit que peut-être elle n'a pas eu le temps de terminer, que peut-être elle était triste ou dans un mauvais jour. Il essaye de lui trouver des excuses, mais plus ça avance, plus les petits détails s'accumulent. Évidemment, à un moment, ça commence à les déranger parce qu'il paye quand même cette dame à chaque fois. Et franchement, pour le boulot qui est fait, ça les vaut pas du tout. Donc ce que fait le couple, c'est qu'ils en parlent et ils trouvent que c'est bizarre. Lenny, il ne veut pas faire d'histoire, il veut lui laisser le temps de prendre ses marques et ses repères, mais quand même, il garde ça dans un coin de sa tête. Un jour, il remarque un truc encore plus étrange, son pyjama qu'il laisse toujours à la même place, donc sous son oreiller. Eh bien, cette fois-ci, il est posé sur sa table de nuit. Par réflexe, il le prend, il veut le mettre parce qu'on est le soir, mais il sent une odeur chelou. En fait, c'est pas une odeur qui pue la merde, c'est une odeur
où on a l'impression que c'est le parfum de quelqu'un d'autre. Un peu comme quand vous empruntez un pull à votre copain-copine, bah forcément il y a son odeur dessus, que ce soit la lessive, son parfum. Bah là, c'est pareil. Il se dit que c'est impossible, l'odeur doit venir de quelque part d'autre, mais il se dit aussi qu'il y a un truc qui cloche. Bon, ça commence à faire un petit peu beaucoup, donc le soir même, il en parle avec sa copine. Ils sont tous les deux dans la cuisine à se dire qu'ils ont peut-être fait une erreur de la prendre elle, parce qu'ils ne comprennent tout simplement pas comment est-ce qu'on peut travailler autant d'heures pour un résultat aussi négatif. Plus les jours passent, plus Lenny voit des trucs qui l'inquiètent vraiment, et c'est des choses qui le mettent particulièrement mal à l'aise. Un jour, à midi, il rentre exceptionnellement chez lui pour récupérer un dossier qu'il a oublié. Il s'avance dans le couloir, et il remarque une chose qui le stoppe net. Ça sent la douche, le shampoing ou l'odeur de quelqu'un qui s'est lavé. Il va donc voir dans la salle de bain et il voit que tout est humide. Et ce n'est pas dû à un petit coup d'éponge par-ci par-là, c'est vraiment humide comme si quelqu'un venait d'y prendre sa douche pendant 3 heures. Il sait que sa copine est au travail, que personne d'autre n'a les clés à part cette femme, et il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle utiliserait cette salle de bain. Donc il se contente de ne rien dire, mais ça lui reste dans la tête aussi. Quand sa copine rentre du travail, il lui raconte, elle fait les gros yeux et en gros elle comprend que ce n'est plus juste une question de ménage mal fait, c'est bien pire que ça, et elle lui explique qu'elle a aussi remarqué un truc étrange. Parce que l'autre jour, il y avait un t-shirt propre qu'elle allait ranger, mais qui du jour au lendemain a disparu. Il a disparu pendant 48 heures et 2 jours après, il est réapparu comme par magie. Ils commencent donc tous les deux à se demander si elle vient vraiment pour faire son travail ou si elle profite simplement de leur appartement comme si c'était un endroit où elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Mes amis, autant vous dire que les jours suivants ne les rassurent pas du tout. Un soir, notre ami Lenny, il a un petit peu faim, il va se faire une tartine, il ouvre le placard pour prendre le pain, et il voit une petite date écrite au marqueur sur un paquet. C'est un truc qu'ils ne font jamais. Il en parle à sa copine et lui demande si c'est elle qui a écrit ça. Et elle lui répond que non, elle ne fait jamais ça. Et qu'en plus de ça, elle a vu la même écriture sur 2 yaourts, comme si quelqu'un datait les choses qu'ils mangent. Bon, là, les deux sont perdus. Ils ne comprennent pas pourquoi la femme de ménage fait ça. Parce que la seule chose qu'ils lui ont demandé, sa seule mission, c'est de faire le ménage, pas de noter des dates sur des putains de pots de yaourt, ou de mettre des t-shirts ou de prendre une douche. Ça fait plusieurs semaines que la femme de ménage passe et que rien ne s'améliore, et c'est même le contraire parce que à chacun de ces passages, le couple se pose de plus en plus de questions. Finalement, c'est la copine de Lenny qui lui dit en fait, on devrait peut-être installer une caméra pour voir ce qu'elle fout chez nous, parce que, moi, ça m'intrigue. Lenny finit par accepter, et les jours qui suivent, ils vont acheter un petit set de caméras. C'est pas des trucs thermiques ou je ne sais quoi, c'est simplement assez pour pouvoir surveiller les pièces. Et ils installent tout le même soir. Ils testent, ils vérifient que ça fonctionne bien, et ils se disent qu'ils vont regarder les images dès son prochain passage. Et nous, la seule chose qu'on espère voir, c'est une personne qui fait du ménage. En fait, ils ont le choix. Soit ils regardent en direct lorsqu'elle est dans la maison, ou alors ils attendent le soir pour regarder tranquillement sur le canapé, et c'est exactement ce qu'ils font. Après le travail, le couple se pose tranquillement, ils ouvrent l'ordinateur, ils se connectent à la caméra, et ils regardent les enregistrements. Sur la vidéo, on voit la femme entrer, poser ses affaires, prendre un chiffon et donner quelques coups rapides sur un meuble, puis tout lâcher. Bon, autant vous dire que le ménage, il a duré à peu près 5 minutes, et là, ce qu'il voit, c'est encore pire que tout, parce qu'il la voit en train de fouiller dans un de leurs tiroirs, ouvrir leur placard et toucher des trucs qui ne la concernent pas du tout. Elle se rend partout, comme si elle était chez elle, et le pire du pire, c'est ce moment où il la voit se poser sur leur canapé, elle s'allonge, elle prend un coussin, et elle se met bien au calme devant la télévision. Je vous le rappelle, mes amis, il la paye 4 heures par semaine pour faire du ménage. Lenny regarde les images et il comprend tout de suite qu'ils se sont fait avoir comme des cons parce qu'il la paye 4 heures pour qu'elle passe approximativement 5 minutes. Et pendant ces 5 minutes, elle décale simplement la poussière et une fois qu'elle a fini cette tâche très compliquée, elle se pose sur le canapé comme si de rien n'était. Donc, en d'autres termes, elle est littéralement payée à rien foutre. Bon, le couple est choqué, il continue de regarder parce qu'il y a quand même plusieurs heures de vidéo et il la voit aller dans leur placard où se trouvent les gâteaux, se trouve le pain, se servir, fouiller dans leurs vêtements, et elle ouvre même un tiroir où ils rangent leurs papiers personnels. Et tout ça, mes amis, sans aucune gêne. Ce jour-là, ils prennent une décision parce qu'ils ne peuvent plus attendre. Sur 2 semaines, la personne a probablement fait 10 à 15 minutes de ménage, et ils n'ont qu'un objectif, c'est de la prendre en flagrant délit, parce qu'ils ne peuvent pas simplement lui dire, écoute, on a mis des caméras de surveillance pour t'espionner, on a vu que tu faisais pas ton taf, donc on te vire, donc ça malheureusement, c'est pas possible. Par contre, un truc qui serait intéressant, c'est de la prendre vraiment en flagrant délit. À un moment où elle est couchée sur le canapé, où elle fait une sieste ou je ne sais quoi. Et là, dans la tête de Lenny, il a une idée. Il se dit, mais en fait, nous, on aimerait que cette personne, elle nous rembourse. C'est hors de question de payer cette femme qui n'a pas travaillé et qui a en plus de ça bouffé dans notre frigo, et ce, pendant des semaines. Donc, ce qu'ils font, c'est que la semaine d'après, lorsqu'elle est censée venir faire son travail, Lenny et sa copine, ils posent tous les deux un jour de congé et ils regardent en direct les images. Ils la voient une énième fois en train de dormir sur leur canapé, donc c'est à ce moment qu'il faut agir. Ils montent dans la voiture, ils rentrent chez eux, histoire de la prendre sur le fait accompli. Sur le trajet, qui dure une petite vingtaine de minutes, Lenny répète 10 fois qu'il veut juste lui dire qu'elle a
dépassé toutes les limites et qu'il n'a rien demandé de plus qu'un petit peu de ménage. À un moment, le couple arrive devant chez eux, ils montent, ils ouvrent la porte d'un coup, vraiment, ils sont prêts à lui dire ses 4 vérités, mais là, Lenny se fige immédiatement parce que ce qu'il voit, ça n'a rien à voir avec ce qu'il avait en tête. La femme de ménage est bel et bien là, mais elle n'est pas seule. Il y a un homme qui est assis avec elle sur leur canapé. C'est un gars qu'il n'a jamais vu auparavant dans les caméras de surveillance et il se troubadoure. Il mange des chips comme s'il était chez sa mère. Pendant une seconde, Lenny reste bloqué parce qu'il n'arrive même pas à comprendre ce qu'il est en train de voir. Il sait pas s'il est dans un rêve ou dans un cauchemar. La femme de ménage, à un moment, elle se redresse d'un coup quand elle les voit entrer. Elle se met à paniquer, elle explique que c'est son mari qui est passé la voir comme si c'était la chose la plus logique. Lenny, il regarde sa copine et ils comprennent en même temps qu'elle est allée beaucoup trop loin cette fois-ci parce qu'elle a carrément invité quelqu'un d'inconnu chez ses clients. Lenny la regarde droit dans les yeux et lui dit qu'il faut qu'elle arrête ses conneries, qu'elle n'a tout simplement pas le droit d'être ici avec quelqu'un d'autre et qu'en soi elle n'a même pas le droit d'être elle ici parce qu'elle n'a pas fait le ménage, et ce, depuis des semaines. D'ailleurs, il lui dit qu'ils ont absolument tout filmé, qu'ils ont des preuves de ce qu'elle a fait chez eux, qu'ils savent pertinemment qu'elle fouille leurs affaires et qu'ils vont probablement porter plainte parce que c'est un non-respect de contrat et surtout un abus de confiance. La femme de ménage essaye de trouver des excuses qui ne veulent absolument rien dire et elle commence carrément à s'énerver en disant des trucs complètement hors sujet, et ça prouve qu'elle sait qu'elle est dans la merde. Lenny, à un moment, il hausse le ton, il lui hurle dessus en lui disant qu'elle dit n'importe quoi et qu'ils vont tout faire pour la mettre dans la merde. Lorsqu'il dit ça, le mari de la femme de ménage se lève d'un coup, il s'interpose entre elle et Lenny comme s'il allait la protéger. Lenny lui fait comprendre et lui dit calmement que il n'a rien à faire là, qu'il doit partir rapidement, qu'ils vont régler ça entre adultes et que désormais, la seule chose à faire, c'est de rendre les clés et de se tailler. Mais même s'il lui dit ça, l'homme ne bouge pas. Il a un regard fermé, très agressif, qui met direct une tension de malade dans la pièce. Il dit que sa femme n'a rien fait de mal, que Lenny exagère et que ce sont des petites choses entre guillemets, et qu'il n'a aucun droit de leur parler comme ça. Bon, Lenny, il essaie de rester calme, il répète qu'ils ont tout filmé, donc ils savent exactement ce qu'elle a fait, et que quoi qu'il arrive, ils vont porter plainte. Au moment où il dit ça, l'homme avance d'un coup, et il lui met une énorme patate en plein visage, un peu comme si pour lui, discuter n'était pas une option. Face à la violence du choc, Lenny, il tombe en arrière, il se cogne contre la table basse, et il nous raconte qu'à ce moment-là, il voit un flash blanc, un peu comme si c'était un tunnel avec tonton Johnny qui nous fait coucou au bout, et au même moment, il entend sa copine qui hurle son prénom. Pendant qu'il est à terre, le mari continue d'avancer vers lui, un peu comme s'il voulait l'achever au sol. Lenny essaye tant bien que mal de se protéger, il recule et sa copine se met entre eux. Elle crie que ça suffit, qu'ils doivent sortir de chez eux et qu'elle va appeler la police. L'homme, autant vous dire qu'il en a rien à secouer, il la pousse sur le côté. La femme de ménage, elle panique. Elle tire son mari par le bras, elle lui demande d'arrêter parce qu'il faut vite partir avant que les voisins ou la police débarquent. Sauf que le problème, c'est que son mari, il est complètement hors de lui. Bon, Lenny, il finit par réussir à se relever, il prend appui sur le mur, il tient son visage, ce qui lui fait super mal, mais l'homme s'avance vers lui et il lui remet une patate. Et cette fois, ça l'assomme d'un coup. La copine de Lenny, elle hurle et elle pleure. Lenny, lui, il se dit qu'il est mort parce qu'il vient de se prendre une patate de forain, donc c'est un peu particulier. Et là, la femme de ménage, elle tire son mari et ils partent tous les deux en courant, en sortant de la maison. Lenny reste quelques secondes par terre, immobile, complètement secoué, et il essaye de comprendre comment un truc aussi simple que du ménage a pu se transformer en véritable baston. La première chose qu'ils font quand Lenny arrive à reprendre ses esprits, c'est de fermer la porte à clé. Lenny, il tremble de tout son corps, sa copine lui demande s'il va bien, il répond qu'il est juste sonné et sans réfléchir, ils ont une idée qui leur vient. Dites-vous que cette idée, elle arrive avant même qu'ils appellent la police. Ils se disent tout simplement qu'il faut qu'ils changent directement les serrures parce que le couple ne leur a pas rendu les clés de leur maison. Lenny, il prend son téléphone, il appelle un serrurier qu'il connaît, en fait c'est un de ses potes, et il lui explique vite fait bien fait qu'ils viennent d'avoir une intrusion chez eux et qu'ils doivent absolument sécuriser leur domicile immédiatement. En plus de ça, il lui explique qu'ils ont le double des clés, donc c'est une urgence, parce qu'à tout moment, ce couple peut rentrer, que ce soit au milieu de la journée ou au milieu de la nuit. Son pote lui dit « Bouge pas, j'arrive, je prends ce qu'il faut et je viens très rapidement ». Une fois dans la maison, ça prend un peu de temps, mais il change tout. Et là, Lenny et sa copine le remercient du fond du cœur. Une fois seuls chez eux, et une fois tout verrouillé, ils se posent sur leur canapé et ils regardent les vidéos des caméras de surveillance. Et en fait, ils voient vraiment un couple qui n'est pas là pour faire du ménage, mais qui voulait s'installer chez eux. Donc, on est d'accord, c'est clairement bizarre. Bon, Lenny, faut pas oublier qu'il a pris quelques coups dans le visage, donc il a un petit peu mal. Il se rend donc dans la cuisine pour se passer un peu d'eau. Et ce qu'il voit sur l'évier, ça lui fait très bizarre. Il voit une corde, des gants noirs et du scotch. Lenny, il est pétrifié. Il appelle sa copine pour lui montrer et ils comprennent très vite que ce couple n'est pas venu là pour manger des chips sur le canapé, mais probablement qu'ils attendaient que Lenny et sa copine rentrent chez eux pour leur faire du mal ou je ne sais quoi. Après, personnellement, mes amis, j'ai une autre théorie avec la corde et les gants, mais je suis pas sûr qu'elle a sa place sur YouTube. Peut-être que la femme de ménage et son mari faisaient tout autre chose, mais ça, malheureusement, on ne saura jamais. Évidemment, après cette découverte, Lenny et sa femme vont au commissariat et ils expliquent absolument tout.
Là, le policier qui prend leur déposition leur dit, bah voilà, on a assez d'éléments pour pouvoir lancer une enquête. Par contre, il y a un truc qu'il nous faudrait, c'est les vidéos de chez vous. Lenny et sa copine rentrent chez eux, ils font des sauvegardes, etc. Ils mettent tout sur une clé USB. Et le lendemain, ils la portent au commissariat. Et là, mes amis, c'est là que l'histoire devient une véritable histoire d'horreur. Parce que peut-être qu'actuellement, vous dites, mais putain, Melvin, tu nous racontes une histoire où il y a une femme de ménage qui a juste mal fait son taf. Je suis totalement d'accord avec vous, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai sélectionné cette histoire. Parce que c'est une histoire totalement normale, jusqu'à qu'on connaisse la vérité. Lorsque Lenny et sa copine amènent cette clé USB au commissariat et que les policiers regardent son contenu, les deux agents qui sont derrière l'ordinateur se regardent et ils appellent immédiatement un de leurs supérieurs. Bon, Lenny et sa copine, ils sont assis sur deux chaises, ils se regardent, ils comprennent pas trop. Le supérieur arrive et là, il dit aux deux policiers on va juste aller dans une salle, il faut qu'on discute. Ils se reculent, ils ferment la porte. Lenny et sa copine, ils comprennent rien. Et 10 minutes plus tard, le supérieur, donc le chef, ressort de la salle. Il se pose devant le couple et ce qu'il va leur expliquer, c'est terrifiant. Il leur dit, écoutez, malheureusement, on a une mauvaise nouvelle pour vous. Enfin, mauvaise ou bonne, je ne sais pas. Mais ces deux personnes, ce ne sont pas des individus normaux comme vous et moi. Ils sont liés directement à une affaire de meurtre qu'il date d'il y a à peine 2 mois dans une ville voisine. Ils ont ôté la vie de quelqu'un de façon très barbare et après les faits, ils se sont volatilisés. On ne les a jamais retrouvés, la seule chose dont on disposait, c'était une photo parce qu'ils avaient été dans une station essence et qu'on avait pu les voir sur la caméra. Et ce que vous venez de nous apporter, donc la clé USB, elle contient des vidéos où on voit ces deux personnes chez vous. Donc on peut naturellement imaginer que vous auriez été les prochaines cibles ou du moins quelque chose de très grave vous serait arrivé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre sous protection le temps qu'on retrouve ces personnes et qu'on les arrête. Là, lorsque Lenny regarde sa copine, il se chie littéralement dessus parce qu'il se dit mais on est dans quel film? Et il nous raconte que la police en fait les a carrément forcés à aller habiter chez quelqu'un d'autre. Ils les ont interdits de rentrer chez eux même s'ils avaient changé toutes les serrures, etc. Parce qu'on ne sait pas de quoi sont capables ces deux personnes. Leur cavale, elle dure pendant des jours et des jours, jusqu'à un moment où Lenny et sa copine, ils sont chez ses parents parce qu'ils ont séjourné là-bas. Ils sont devant la télévision et ils regardent les informations lorsqu'il y a un flash spécial. La présentatrice donne des news, elle dit qu'une affaire vient d'être clôturée. La personne qui présente les faits dit qu'une affaire très grave vient d'être clôturée parce qu'on a enfin mis la main sur 2 criminels extrêmement dangereux. Vous vous en doutez bien, ces 2 criminels, c'est la femme de ménage et son mari. Et vraiment, lorsque Lenny et sa copine voient ça, ils sont sur le cul. Évidemment, ils appellent les parents pour qu'ils viennent voir de leurs propres yeux, parce qu'ils ont l'impression d'être fous. Heureusement, la police les a retrouvés, ils ont été enfermés, et c'est seulement 1 semaine plus tard, après les avoir enfermés, que la police a autorisé Lenny et sa copine à retourner chez eux. Donc imaginez-vous, mes amis, la dangerosité de ces 2 personnes. C'est pour ça que j'ai sélectionné cette histoire, parce que pendant toute l'histoire, on se dit, mais Melvin, tu nous racontes une histoire de merde. C'est une histoire où il y a une femme de ménage qui fait mal son taf, ça arrive à tout le monde. Donc qu'est-ce que ça fait sur ta chaîne qui est supposée être de l'horreur? Eh bien, mes amis, c'est pour ça que je l'ai sélectionné, parce que quand on connaît le fin mot de l'histoire, on se dit que l'histoire, elle est quand même bien glauque. Voilà, c'était une mécanique un petit peu différente, j'espère qu'elle vous aura plu. Peut-être que vous avez détesté, donc dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Moi j'ai trouvé ça sympa parce que ça fait un petit peu de changement sur la chaîne. Et un petit peu de changement de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vous rappelle, vous êtes 60% à ne pas l'être. C'est plus d'1 personne sur 2, donc n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton. Rejoignez-moi aussi sur Instagram si ça vous plaît, je vous partage un petit peu plus ma vie. Et voilà, moi je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, un grand merci de me soutenir et moi je vous propose de vous retrouver très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.